Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous écoutez maintenant le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xinjiao. Xinjiao. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez maintenant le courrier des auditeurs qui vous est présenté cette semaine par Florian Dai. Et Valentin Floquet. Donc nous allons commencer aujourd'hui par vous rappeler les concours mensuels et trimestriels. Et donc tout d'abord le concours du trimestre, de ce trimestre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, Valentin ? Oui, on touche d'ailleurs à la fin de ce concours trimestriel et on a déjà eu beaucoup de réponses désormais. Le concours trimestriel n'était pas vraiment une question, c'était plus une demande de citer au moins 3 artistes, auteurs, cinéastes taïwanais qui sont allés en France en 2023. C'était pour un petit bilan des activités culturelles taïwanaises en France. Et il y a plein de réponses dont vous pouvez parler. J'avais même donné des indices durant les derniers mois pour vous donner peut-être des idées. Donc, pour ce concours, il y aura 4 cadeaux à gagner. Ce sont 4 exemplaires du couteau à lame en céramique en forme de petit perroquet. Et il y a des versions vertes et des versions bleues. D'accord. Et donc ensuite, il y a aussi le concours mensuel. Oui, dont on vient faire de l'annonce il n'y a pas si longtemps, qui vient de commencer. Oui, et en même temps, on est au milieu du mois. Et on vous demandait de citer 3 invités des pavillons France ou Belgique au Salon international du livre de Taipei, donc qui a eu lieu à la fin du mois de février. Vous êtes nombreux à avoir répondu. Il y a eu 1 ou 2 personnes qui ont aussi eu des erreurs dans les réponses, mais en principe, c'était tout bon. Ouais. J'ai vu une personne passées, donner le nom d'une personne française, mais qui n'est pas invitée pour ce pavillon, qui était juste présente pour comment dire sans donner la réponse, qui habite à Taïwan à long terme, mais qui était présente à ce moment-là, mais qui n'était pas invitée du pavillon français ni belge. D'accord, donc il y avait aussi d'autres présences, mais plus en termes de visiteurs ou de participants annexes, on va dire comme ça. C'est ça, des personnes qui, de par leur fonction, sont venues là, mais qui n'étaient pas là pour donner des conférences, par exemple, ou pour participer à des ateliers, ni tout ça. Exactement. Et donc, comme cadeau, on vous propose des lanternes du dragon, cadeau que vous retrouvez chaque année selon l'animal du zodiaque, et il y en a 20, donc n'hésitez pas à répondre, puisque vous avez toutes vos chances d'en gagner une. Il y aura de nombreux gagnants ce mois-ci. Exactement, donc si vous n'avez pas encore participé à ce concours, si vous voulez gagner peut-être une lanterne, elles sont assez jolies d'ailleurs, ces lanternes du dragon. Si vous voulez en gagner une, je vous invite à répondre et à nous donner les invités participants à ce salon. Et donc on pourra peut-être vous envoyer une lanterne sur le temps, voilà. Nous allons donc maintenant passer aux réponses à questions que vous nous avez posées. Il y en a eu encore plusieurs cette semaine, donc ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, je voulais commencer par répondre à certaines questions de Christian Guibaudot qui nous avait demandé par rapport aux émissions réalisées par Suzanne Duroy et en particulier l'émission consacrée à la bataille des îles Tatchen. Donc je n'avais pas la réponse tout de suite, mais après avoir contacté Suzanne, elle nous a dit que Monsieur Chen est effectivement né à Taïwan dans le comté de Ilan. Voilà, donc il nous demandait où est-ce qu'était né Monsieur Chen. Et il demandait aussi, quand la Chine populaire a repris les îles Tatchen, est-ce que le régime communiste a envoyé des personnes pour repeupler les îles Tatchen ? Et par hasard, depuis 1949, est-ce que les anciens habitants sont retournés là-bas ? Donc par rapport à la question du repeuplement des îles Tatchen, elle dit que c'est très intéressant, mais qu'elle n'a pas de réponse pour le moment. Et elle va continuer à se pencher sur la question pour pouvoir répondre plus tard, mais ça demande encore plus de recherche. Depuis 1949, les personnes que Suzanne a interviewées ont eu l'occasion de retourner sur les îles Tatchen, mais seulement pour une visite. Et certains membres de leur famille sont retournés vivre à Taizhou, qui est une ville située dans la province du Zhejiang, la plus proche des îles Tatchen. Mais donc, pour l'instant, elle n'a pas rencontré de personnes des îles Tatchen qui soient retournées y vivre. Alors,
dans d'autres questions que nous avons reçues, une fois n'est pas coutume, j'ai fait une petite sélection de questions que nous avons eues sur Facebook. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé des questions Facebook. Et je vais commencer déjà par une question de Philippe Chartier qui demandait l'adresse exacte de Kituru. Alors, le café Kituru est situé dans le village de Daci, donc ça fait partie de la commune de Taidong. C'est près d'une petite gare de train qui est la gare de Longxi. Voilà. Ouais, et on peut peut-être préciser aussi que dans le coin, il y a l'ancienne gare à visiter de Tuoliangtun, du village de Tuoliang. Oui, c'est une gare aussi qui est perchée un peu sur la falaise, qui est très, très, très particulière. Quand il y a la route qui passe à côté, en fait, on voit souvent beaucoup de voitures garées là et des gens qui montent à pied pour aller voir la gare, parce Oui. que c'est vraiment un lieu touristique dans le coin. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas le sujet de Kituru, je vous invite à retourner sur YouTube, voir la vidéo. Très belle vidéo que tu as réalisée sur ce café, Merci. très intéressante. D'autre part, donc sur Facebook toujours, nous avons une question de Gilles Gauthier qui demandait en fait en lien avec un article récent que nous avons publié. Je crois que c'est toi qui l'avais écrit sur les centres, sur les pôles. Les pôles technologiques. Ouais. Et les résultats financiers de l'année 2023 qui a été publié récemment. Et en fait, donc, il demandait, dans un contexte régional, il demandait, très agité, si ces résultats n'étaient pas si mauvais au final. On peut déjà dire donc... Peut-être rappeler un petit peu que ce sont des résultats qui sont les deuxièmes meilleurs de l'histoire, mais plus Voilà. faibles que l'année précédente, que 2022, voilà, pour remettre un peu le Voilà, contexte. donc l'année 2022 est un peu un étalon record pour les résultats de la production et de la production financière monétaire de ces pôles. Et il faut savoir quand même que il y avait en fait une attente au niveau des technologies et des nouvelles technologies pour Taïwan après le Covid qui pensait, et ça a été une attente un peu généraliste mondialement, hein, qui pensait que l'avancée technologique, etc., allait continuer après le Covid et qu'il y aurait une reprise encore plus importante, malgré le fait que pendant le Covid, beaucoup de gens ont utilisé ont racheté, réinvesti dans du matériel électronique parce que, que ce soit au niveau du télétravail, les gens ont racheté des ordinateurs, ou parfois des tablettes, parfois des appareils, des téléphones, des choses comme ça. Ils ont été obligés de remettre à niveau leurs appareils électroniques parce que au final, ils devaient, pour des raisons professionnelles, avoir quelque chose de performant à la maison, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Donc ça, c'était une énorme upgrade, une énorme commande au final au niveau mondial qui a beaucoup influencé l'ensemble de l'économie taïwanaise. Et donc, c'est vrai que la reprise d'une vie normale après le Covid laissait penser qu'on aurait encore des choses, un niveau de vie meilleur et des commandes encore plus importantes au niveau technologique avec de la recherche qui reprend, ce genre de choses. Des choses qui sont un peu plus... comment expliquer ? Qui sont un peu plus... un peu plus pointu, peut-être. Un peu plus pointu aussi. En fait, il y a eu beaucoup de dossiers de recherche qui ont été un peu mis en suspens pendant le Covid et on s'imaginait que la reprise technologique reprendrait en même temps que la période post-pandémique et on imaginait aussi que la période post-pandémique apporterait aussi tout son lot de nouvelles technologies, etc. Et mondialement, hein, c'est une constatation, ça n'a pas vraiment eu lieu, mais entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle la sortie d'un énorme produit en termes de technologie. T'as une idée ? L'intelligence artificielle générative, c'est ça ? Exactement. Et donc, ça va permettre, et au niveau des projections de 2024, c'est ce qu'on voit chez les analystes financiers à Taïwan, c'est que on imagine que les intelligences artificielles génératives vont permettre à Taïwan d'avoir une très belle une économie assez stable et grandissante pour l'année 2024, car Taïwan
ce type de nouvelles technologies vont avoir besoin de matériel spécifique en termes de semi-conducteurs et donc de microprocesseurs, etc. Donc ça veut dire beaucoup de semi-conducteurs à produire. Et il y a aussi les nouvelles générations de semi-conducteurs qui sont en train d'être produites par TSMC. Et tout ça devrait apporter au final quelque chose de plus... une bonne économie pour l'année 2024 pour Taïwan. Et en théorie aussi pour les pôles économiques, on n'est pas encore loin aussi, pour finir sur ça, sur ces pôles technologiques, il y a quand même une attente de la part du gouvernement et des entreprises d'avoir une énorme activité dans ces pôles et qui soit rentable au final et qui soit un peu moteur de l'économie au général de Taïwan. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on entend un petit peu cette déception pour l'année 2023 parce que on a une énorme attente envers ces pôles qui sont un peu un moteur économique pour Taïwan et qui permettent d'avoir le produit intérieur brut que Taïwan a actuellement. Donc c'est pour ça aussi que il y avait un petit ton de pas de désespoir, mais de déception, je voulais dire déception, à ce niveau-là, par rapport à la comparaison avec 2022. Bon, malgré cette déception, c'est quand même le deuxième meilleur résultat de l'histoire pour Taïwan. Donc, c'est pas si mal que ça non plus. Hein. On peut relativiser aussi un petit peu, même s'il y a une petite baisse. Là, je parle du ton de déception qui avait été utilisé par le président de la NSTC, qui l'avait annoncé il avait plus insisté sur la perte que sur le fait que ce soit le deuxième meilleur résultat, en fait. C'est sûr que ça reste une baisse par rapport à l'année précédente. Mais bon, voilà, donc c'est ça, les indicateurs sont plutôt verts pour l'année prochaine. Exactement. Pour cette année, donc. C'est pour ça que j'ai essayé de donner un petit peu plus de corps à cette réponse et remettre un peu en contexte pour nos auditeurs. Et donc, merci à Gilles Gauthier pour cette question. Voilà, et puis moi j'avais envie de rebondir sur une autre question de Christian Guibaudot encore, qui nous demandait s'il y a des témoignages du passage des Néerlandais à Taïwan, en lien avec le fait que les Pays-Bas étaient le pays invité d'honneur au Salon du Livre de Taipei, que la Compagnie des Indes orientales était très importante dans le monde à cette époque-là. Donc on en voit, par exemple, on peut voir un moulin à vent à Malacca, en Malaisie. Et donc il vous demandait qu'est-ce qui reste du passage des Néerlandais à Taïwan. Donc en fait, il reste assez peu de choses. Le premier fort qui a été construit dans ce qui appartient maintenant à Taïwan, est-ce que tu saurais où il est ? Tainan ? Avant Tainan, justement. Avant Tainan ? Avant que les Hollandais arrivent sur l'île même de Taïwan, ils étaient à Panghou, exactement. Donc dans la ville de Magong, il y avait le fort qui s'appelle Fongguiwei. Et en fait, c'est une fortification avec des murs en terre battue, renforcés de pierre et de bois, qui a été construite en 1622. Et l'objectif était de forcer les Chinois à faire du commerce avec les Néerlandais. Les Chinois n'étaient pas très satisfaits, donc ils les ont mis dehors en 1624. Et à ce moment-là, le fort a été détruit donc, d'un commun accord entre les Hollandais et les Chinois. Et les Hollandais sont allés à Formose, et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à Tainan. Donc en 1624. Le fort le plus important qui reste, c'est donc celui qui s'appelle le fort Zeelandia, qui est le plus connu des bâtiments construits par les Hollandais à Taïwan. C'est une forteresse qui a servi de base aux hommes de la compagnie néerlandaise des Indes orientales pendant les 38 ans où ils ont contrôlé toute la côte ouest, entre 1624 et... donc il a été construit entre 1624 et 1634. Il avait plusieurs noms, on l'appelait aussi le fort Orange, donc le fort orange de Guillaume d'Orange, roi des Hollandais. On l'appelle aussi le fort Anping, puisqu'il est situé dans le district de Anping, à Tainan, ou bien le fort Taïwan. Deuxième question, Valentin. Pourquoi ça s'appelait Taïwan ? Taïwan. Aucune idée. Alors qu'à l'époque, l'île de Taïwan s'appelait l'île Formose. Aucune idée. Je ne sais pas, perso. Eh bien, Wan, c'est une baie, et en fait, Taïwan, c'est le nom de l'isthme qu'il y avait donc à Tainan.
Et ça désignait cette petite partie de Tainan, cet isthme, et non pas l'île entière. Et donc, c'est par extension que ce mot-là en est arrivé ensuite à désigner toute l'île, mais à la base, ça désignait cette petite partie de Tainan. D'accord. Donc, c'est un fort qui était construit près de la côte, sur cette péninsule. Ça avait comme avantage d'être accessible aux renforts qui venaient de Batavia, donc le siège de la Compagnie des Indes orientales en Indonésie. Mais il y avait un grand défaut, c'est qu'il n'y avait pas de source d'eau douce sur le fort, et donc l'eau douce devait être transportée en bateau depuis l'île principale. Et ce défaut-là a été assez crucial dans la capitulation des Hollandais presque 40 ans plus tard. Voilà. Donc, il y a eu un autre petit fort, le fort Provincia, qui a été construit à 3 km de là, un peu plus tard, qui est en fait une tour de guet qui a été détruite plus tard par un tremblement de terre, puis reconstruite, et elle est en train d'être en partie réaménagée en tant que bibliothèque et musée. Donc, cette partie-là devrait être achevée cette année. Elle s'appelle la tour de Tchukhan. Et ce nom vient du village autochtone Sakam de l'ethnie Siraya qui habitait là. Et c'est un musée qui va donc contenir des documents de commerce de l'époque, un dictionnaire ou plusieurs dictionnaires de la langue Siraya. Donc voilà, ça reste encore un endroit où cette époque est mise en valeur, et encore plus cette année-ci, puisque cela fait 400 ans de cette période coloniale, du début de cette période coloniale hollandaise. Alors, à part ces endroits, est-ce que tu connais d'autres restes de forteresses ou de constructions néerlandaises à Taïwan? Aucune idée. Non, il y en a peut-être... Non, c'est vraiment tout à Kaohsiung ou il y en a d'autres ailleurs? Alors, à Kaohsiung, j'ai rien trouvé du tout. À Keelung, il y avait le fort qui s'appelait le fort Noord-Holland, donc le fort du Nord, qui a été pris aux Espagnols en 1642 et puis reconstruit. Il a été renforcé en 1661 et puis il a été détruit par les Hollandais eux-mêmes en 1668 lorsqu'ils ont quitté la place et Taïwan, puisqu'il y avait... C'est ça, le général Koxinga qui a repris l'endroit, donc il n'en reste rien aujourd'hui. Mais il y a eu un fort à Keelung à ce moment-là. Il y a un autre fort à Tamsui, le fort Santo Domingo, qui était aussi construit par les Espagnols en bois à l'époque. Et puis il a été reconstruit par les Hollandais après qu'ils en aient pris le pouvoir en 1642 aussi. Et comme le nom chinois de ce fort, c'est Hongmao-cheng. Hongmao, ça veut dire... L'écharpe rouge. Non, les cheveux rouges. En fait, ce sont les roux. Donc, c'est le fort des roux, puisque les Hollandais étaient plus roux que les Taïwanais, mais aussi que les Espagnols. Donc, ce fort a été réparé par les Qing en 1724 avec la construction d'un mur d'enceinte. Et il a longtemps servi comme consulat anglais jusqu'en 1972. Il est maintenant ouvert au tourisme, on peut le visiter. Et en fait, même si il a été... Enfin, la structure est hollandaise, on en parle plus comme consulat anglais, résidence du consul de l'époque, que construction hollandaise. Mais il y a aussi une trace du passage des Hollandais à cet endroit-là. D'accord. Ensuite, pour continuer dans la série des Hongmao, donc des roux, à Jiayi, il y a le Hongmao-jing, le puits des roux. Donc c'est un puits qui a été construit en 1657 pour les besoins des délégations des missionnaires qui étaient là-bas en eau douce, et qui a donné son nom à un quartier et à une rue dans Jiayi. Donc voilà, le puits est toujours là. À Tainan, il y a un autre puits qui s'appelle Wuguijing, donc le puits des cormorans, puisqu'il a été construit sur ordre des Hollandais de la Compagnie des Indes orientales. Et il a été construit par les habitants des îles Banda d'Indonésie, qui sont surnommés les cormorans parce qu'ils ont la peau noire et ils ont une très bonne connaissance de l'eau et de la gestion de l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait appel à eux pour creuser ce puits.
C'est un puits qui était construit d'abord en bois, puis qui a été refait en briques, puis comblé et puis restauré de nouveau. Donc là, il existe toujours aussi. Voilà pour les bâtiments, enfin les bâtiments. Un puits n'est pas vraiment un bâtiment, mais les traces du passage des Hollandais qui restent encore à Taïwan. Donc beaucoup ont été détruits et le principal qui reste, c'est vraiment le fort Zelandia à Anping, à Tainan. Donc qui a été assiégé en 1661 par Koxinga. Il y avait 2000 hommes à l'intérieur et 25 000 à l'extérieur. Donc ils ont tenu quand même 9 mois, mais avec le manque d'eau, la mort des 3/4 des personnes à l'intérieur du fort et le fait qu'il n'y ait pas de secours qui viennent de Batavia, les Hollandais ont fini par se rendre en abandonnant la forteresse et les biens tels quels, contre le fait que les hommes qui survivaient étaient libres de partir avec quelques vivres et leurs possessions personnelles. Et donc, les Hollandais ont quitté Taïwan le 9 février 1662. Exactement. Et donc, on peut faire une petite transition sur une autre question que j'ai cette fois-ci de Jacques Augustin, qui nous demandait en fait qui est le général Koxinga pour Taïwan et si les manuels d'histoire en font état à l'école. Donc, vous avez déjà une idée, c'est celui qui a mis les Hollandais dehors. Voilà, donc Koxinga, qui est Koxinga déjà? Pas pour Taïwan, mais en général. C'est un général chinois qui était supporter de la dynastie des Ming, même après le renversement par les Qing en Chine, c'est ça? C'est ça. Alors, ce qui est d'étrange, c'est qu'en fait, ce n'est pas. Il a même été à un moment héritier du trône à la fin des Ming. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il n'est pas héritier de sang. Et il a été promu en fait à cette position alors que les Qing commençaient vraiment à prendre le dessus sur le contrôle de la Chine. Et en fait, il a été un peu évacué, repoussé après par les Qing. Mais c'était un ami de la famille, on peut dire ça comme ça. Et il a monté les échelons petit à petit dans la dynastie Ming alors qu'elle était vraiment en train de chuter. Donc c'est déjà ce personnage a déjà un destin un petit peu particulier. Il était fils d'un pirate. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ce personnage. Et donc c'était quelqu'un qui savait quand même un peu manier le bateau, etc. C'est comme ça aussi qu'il s'est un peu retrouvé à Taïwan sur la fin. C'est vrai que cette histoire des Ming et des Qing fait un petit peu écho aux nationalistes avec les communistes actuels dans l'idée que voilà, si on perd un petit peu le contrôle sur la partie continentale, il y avait déjà le schéma. On va se réfugier sur l'île d'à côté, Voilà, sur l'île un peu inoccupée ou moins où on sera moins persécuté, on pourra survivre. Voilà, exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu plusieurs vagues comme ça. Ça permet aussi de montrer aussi la difficulté de pouvoir reprendre cette île. Parce que on n'est pas dans les mêmes contextes, pas avec les mêmes capacités actuelles, mais ça reste quelque chose de très périlleux à essayer de reprendre cette île à un autre pouvoir, aussi faible soit-il. Même à l'époque, Koxinga, je sais pas, il est venu avec, je crois, même pas une dizaine de... Non, plusieurs dizaines de milliers d'hommes, je crois. C'était en pas tout énorme cas, pour non plus. reprendre Fort Zelandia, ils étaient 25 000 et 400 bateaux pour attaquer un fort où il y avait 2000 hommes. Donc la proportion est quand même très très importante. Et c'est pour reprendre, là c'était pour reprendre le contrôle de Tainan, mais après c'est pour conserver aussi ce contrôle sur l'ensemble du territoire taïwanais. Bon, d'ailleurs, c'est pas vraiment quelque chose qu'il a réussi. Koxinga avait principalement contrôle sur la zone de Tainan et après, il y avait eu des épisodes au niveau du nord de l'île, mais c'était pas vraiment ce... Enfin, voilà, il n'avait pas le contrôle de toutes les zones centrales, montagneuses du tout. Et il est resté en contrôle combien d'années? 20 ans à peu près, je crois. Je sais pas trop. Après, ça a été son fils qui a repris, etc. Voilà. Voilà pour cette partie de l'histoire en tout cas. Et donc que représente ce personnage? En fait, ça dépend. En fait, ça va dépendre des Taïwanais et où ils veulent où ils veulent mettre le point par rapport à l'histoire et les origines chinoises de Taïwan. Les pro-chinois vont plutôt être très pro-Koxinga. Il y a quand même des pro-histoire de Taïwan selon la Chine.
Oui, on va beaucoup. En disant que c'est à ce moment-là que la Chine a repris le contrôle de Taïwan. Voilà, c'est ça et que voilà, ça fait depuis Koshinga que Taïwan est chinois, plus ou moins. Voilà, donc c'est un point de l'histoire assez compliqué, puisque, comme je viens de l'expliquer, c'était pas un contrôle total sur Taïwan, donc c'est très controversé, en fait, finalement. Et puis il faut voir quelle Chine aussi, parce qu'effectivement, il y avait ce conflit en Chine Voilà. entre les dynasties Ming et Qing. Et justement, ça va être l'argument, par exemple, de certains parlementaires ou de partisans du DPP, de dire que bah non, c'était même pas un pouvoir légitime à l'époque. Bon, après, les Qing vont les reprendre très peu de temps après, hein, au final, donc c'est pas non plus totalement. L'argument est pas fini non plus si on continue dans l'histoire. Voilà, mais bon, aller dans le passé, c'est des successions historiques qui sont assez proches par rapport à l'histoire de Taïwan sur 400 ans. Et donc voilà, il y a un petit peu cette rivalité entre ceux qui disent que c'est le début du Taïwan chinois en tant qu'administré par quelqu'un qui vient de Chine. Et pour certains, et pour d'autres, ça va être un peu aussi cette forme un peu de Taïwan, du Taïwan contestataire, même quand c'était un Chinois, c'était un Chinois contestataire du pouvoir central en Chine. Donc voilà, il y a un petit peu toute cette histoire autour qui est assez intéressante. Et donc pour la deuxième partie de la question concernant comment il est enseigné, ou est-ce qu'il est enseigné à Taïwan, oui, il est enseigné, et même je dirais dès l'école élémentaire, puisque dans un cadre qui n'est pas forcément historique. En école élémentaire, il y a un cours, une classe qui s'appelle la classe de civisme, de société. Et en fait, les enfants d'école élémentaire, les écoliers, vont apprendre un petit peu qui est Koshinga. Il va y avoir des voyages scolaires qui vont être organisés pour aller visiter Tainan et tout ce qui est en lien avec Koshinga. Et mais c'est moins dans un contexte historique, mais plus dans un contexte social. Au niveau historique, on en parle surtout en première année de collège, donc d'école secondaire, puisque les cours d'histoire sont divisés d'abord en une année sur l'histoire de Taïwan, puis une sur l'histoire de la Chine, puis une sur l'histoire du monde. En tout cas, au moins pour ce que j'ai trouvé en ligne, parce que je ne suis pas sûre que ce soit partout pareil, mais il y a toute une partie qui est sur l'histoire de Taïwan, et dans cette partie-là, Koxinga est évoqué, ainsi que son fils et son petit-fils qui ont aussi gouverné Taïwan après son décès. Donc là, il fait vraiment partie de l'histoire de Taïwan. Et puis même au-delà, il y a beaucoup de noms de rues, d'écoles, de lieux qui sont en lien avec Koxinga. Oui. Donc son nom chinois, c'est Zheng Chenggong. Et par exemple, il y a l'université de Chenggong à Tainan aussi. Il a eu comme nom un peu honorifique, comme titre, Yanping. Et Yanping, c'est maintenant le nom d'un district à Tainan. Oui, c'est le nom d'une rue aussi à Taipei, par exemple. C'est le nom d'une rue aussi à Taipei. Donc voilà, il y a plusieurs... son nom a marqué aussi la géographie et les monuments de Taïwan. Bien sûr. Même si tout le monde n'est peut-être pas au courant de tous les liens qui sont là. Moi, je ne savais pas que Yanping, ça venait de lui. Moi non plus. Mais c'est un nom qui est très familier. Donc, quelque part, les gens sont familiers avec lui, et je pense que beaucoup de Taïwanais savent qui il est quand même. Exactement. Et on peut même rappeler aussi qu'il y a plusieurs temples à son nom et qui lui rendent hommage, notamment le temple Koshinga à Taipei, qui est juste en face du musée national du Palais, Aussi, ouais. qui est sur les hauteurs, et qui voilà, il y a plusieurs comme ça, plusieurs endroits où il est même même là c'est un temple, donc c'est limite il passe carrément au statut de divinité presque. Des personnages vénérés comme Voilà. beaucoup d'autres après aussi. Hein. Et Taïwan, on transforme assez facilement les gens en semi-divinité ou en personnalité héroïque Exactement. qu'on vénère, mais il en fait partie, tout à fait. Exactement. Et donc, voilà, c'est peut-être sur quoi on va pouvoir conclure. Et on va remercier Jacques-Augustin pour cette question. Et on vous souhaite une bonne suite d'écoute de nos émissions sur Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Et Florian Dai, très bonne suite d'écoute à vous.